Paris-Roubaix, c'est dans 3 jours seulement et le moins que l'on puisse dire, c'est que ces pavés sont absolument impitoyables. Et au cours de l'histoire, les coureurs et les marques ont tout tenté d'un point de vue technologique pour les affronter et les dompter. Certaines technologies ont été une réussite. Et d'autres ont été des échecs monumentaux. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va passer en revue un peu toutes les innovations qui n'ont pas marché. Et puis, ça va nous donner de l'eau à la bouche pour le prochain Paris-Roubaix. Allez, on y va. Première innovation, Louis, c'était la fourche suspendue. Je te remets le contexte un peu. On est dans les années 90. Paul Turner, un fondateur de RockShox, convaincu que sa nouvelle fourche va révolutionner Paris-Roubaix et le peloton, décide de mettre la fourche à l'épreuve sur la course. Mais plutôt que l'envoyer à l'avance, il préfère charger sa voiture et arriver avec 45 fourches et les distribuer à toutes les équipes. En fait, le contexte justement, c'est qu'on est au tout début du mountain bike qui nous vient des États-Unis. Avec 90. Donc en fait, c'est le VTT et à cette époque-là, même les VTT, ça ressemble plutôt à des vélos de gravel d'aujourd'hui. Et le VTT, c'est des grandes pistes américaines et donc il n'y a pas encore vraiment de suspension. Donc RockShox, c'est pas comme aujourd'hui une marque avec pignon sur rue qui est réputée mondialement. S'il te dit ça peut marcher, t'as un petit peu confiance. Tu te dis il sait ce qu'il fait, il sait de quoi il parle. 100%. Là, c'est un pionnier américain qui a dû arriver avec son mulet, son chapeau de cow-boy et ses grandes bottes et qui dit j'ai inventé un produit qui était utilisé absolument nulle part ou quasiment nulle part. Les États-Unis à cette époque-là, c'était pas vraiment une terre de cyclisme, dans la vieille Europe un peu conservatrice, et qui arrive avec une valise pleine de 45 fourches. Alors des fourches pareil, c'est pas la petite suspension comme aujourd'hui, c'est la bonne fourche bien déportée, et qui explique à un Johan Museeuw ou autre que finalement c'est la solution. Étonnamment, les équipes l'utilisent. Oui, parce qu'ils se disent que c'est une bonne idée, forcément. Non seulement ils l'utilisent, mais ils gagnent avec en 92 et en 93. Du coup, la légende de l'époque, Johan Museeuw, qui est un peu le patron du cyclisme, en tout cas des classiques de l'époque, le Belge, se dit attends, si les autres gagnent avec, moi si je gagne pas, c'est parce que j'en ai pas. Et donc il décide de l'utiliser, sauf que finalement, lui, il finit 13e, donc il décrète que c'est à cause de la fourche. Normal. Concrètement. Et donc, si le patron a dit que ça marche pas et que la meilleure équipe du monde ne l'utilise plus, la Mapei d'ailleurs, qui est juste derrière nous, finalement, ça va être abandonné. À cette époque-là, ça coûte extrêmement cher, puisqu'on l'a dit, c'est une technologie nouvelle, adaptée sur des vélos qui en plus. On est encore sur des vélos en acier qui sont usinés chacun d'une façon différente. Donc avec des boyaux de 23. Oui, et c'était gros à l'époque, sinon on roule en 19 sur le bitume. Et donc le vélo est extrêmement lourd puisque tout est en acier, tout est nouveau. Et donc on a des vélos de plus de 12 kg et le poids c'est pas facile à dire, le poids même sur le plat, c'est un problème, surtout à cette époque-là. Et donc finalement, c'est quelque chose qui sera, dans cette forme-là en tout cas, abandonné, en tout cas en termes d'addition sur un vélo. Mais on verra que la suspension, c'est quand même le sujet central de Paris-Roubaix et donc il y aura d'autres tentatives plus ou moins réussies. Et d'ailleurs dans les prochaines tentatives, il me semble qu'en 2015, tu as vu quelque chose d'intéressant. Et oui, alors le seul, l'unique Sir Bradley Wiggins, après sa période course par étapes, revient à la raison et il revient sur les classiques avec une belle beubare. Bon ça sert à rien pour les pavés à part faire guerrier. Et Pinarello lance le Dogma K8S pour le permettre de gagner un monument avant de se retirer après ses titres olympiques et son Tour de France. Et donc c'est une sorte d'un petit débattement d'1 centimètre en élastomère compressible à l'arrière. Ah oui. En fait voilà, les suspensions à l'arrière. Hashtag Proflex. Ouais, c'est là que ça vient. Et donc les suspensions à l'arrière font un peu des allers-retours, les suspensions de cours, mais particulièrement à l'arrière, font des allers-retours sur Paris-Roubaix. Et donc, on est censé avoir ce petit élastomère qui vient donner un petit avantage au Team Sky à l'époque. Alors, ça marche plus ou moins puisqu'il termine à une belle 20e place quand même, mais en tout cas, il ne gagne pas. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que les suspensions, de quelque sorte, ne s'impose pas réellement à Paris-Roubaix. Non, parce qu'en plus le débattement arrière pour justement absorber les chocs, on l'avait déjà vu en 94 sur justement le Bianchi de Johan Museeuw. Qui avait testé justement de mettre une vraie suspension. Là, on parlait vraiment d'une grosse suspension avec un bras oscillant. C'était clairement un VTT, VTT avec des pneus de route. Surtout qu'à l'époque, un guidon tordu. Ouais, surtout. Alors guidon tordu avec un retour vers l'intérieur. Plus les freins, comme les mains en haut. Et puis freins à patins, donc plusieurs manettes de frein sur le même guidon, le moins qu'on puisse dire, c'est que Bianchi, au fil des âges, nous a proposé quand même plusieurs modèles assez sympas. On les a sous les yeux. Alors des cadres plongeants, on a eu aussi des potences
Alors là, c'est quand même assez, ça va quand même faire bizarre en termes de pilotage, parce que une sorte de système de suspension dans la potence, un peu comme des ressorts des vérins, plutôt dans la potence, mais du coup je me demande comment ça se pilote, parce qu'un cadre plongeant avec une potence articulée vers le haut... Ne t'inquiète pas, hein, si tu veux savoir à quoi ça correspond, il te suffit d'aller au magasin. Maintenant c'est revenu à la mode pour les vélos de gravel, tu peux acheter une potence avec une suspension. Donc, Bon, comme quoi ceux qui disent qu'on n'a rien inventé avec le gravel sont quand même dans le vrai. Mais la toute première suspension arrière, ça nous vient toujours de Bianchi. Le moins qu'on puisse dire, c'est que Bianchi a essayé beaucoup de choses, et c'est pas pour rien que c'est une marque historique. Et en 1913, ils ont proposé un Modello Militare, donc vous en doutez, c'est pour les armées, avec garde-boue, porte-bagages. Bon, c'était pas le modèle pour Paris-Roubaix, c'était plutôt le modèle pour l'armée, mais avec une suspension à l'arrière très similaire à ce qu'on retrouve finalement plus de 100 ans après sur le Pinarello. C'est ça. Autre innovation, on avance un peu dans les années, là c'est en 2016. Et Lamprey Merida avait lancé une révolution. Exactement, c'est le terme, une révolution censée permettre à la Lamprey de gagner la compétition. Cette révolution, elle a un nom, ça s'appelle les freins à disque. Comme quoi tout vient du VTT pour ce qui est de Paris-Roubaix quand même. Mais ça n'a pas vraiment 2016. marché. 2016. C'est pas si vieux. Il y a une éternité. Non, c'est pas si vieux finalement. Non, c'est pas si vieux. J'ai l'impression que les disques s'imposent déjà partout, alors qu'en fait en 2016 c'était un sujet très controversé. Ouais, mais bon, ça marchait en 2016. Alors ça marchait bien, mais il y a eu un petit coup d'arrêt, parce que tout vient du VTT, et ça on le dit souvent, mais on est un peu réticent, on essaye à Paris-Roubaix, puis finalement après on est un peu réticent. À Paris-Roubaix on a été réticent avec l'électrique, on l'est encore avec le tubeless, et on a été réticent avec le disque, puisque Lamprey à cette époque-là c'est la seule ou une des seules équipes à rouler en disque. Et le problème c'est qu'il y a une chute, évidemment, ça c'est assez classique, et sauf que Francisco Ventoso, le coureur de la Movistar, et on s'en souvient, ça avait fait quand même un gros buzz sur les réseaux, tombe, ok, et se retrouve avec une balafre énorme et vraiment pas belle du tout, que l'on met sur le compte d'un disque. Et donc on se dit, bah attendez, le disque sur route c'est aberrant, c'est super dangereux, ou alors il faut les caréner, mais c'est interdit, mais de toute façon c'est trop dangereux, il faut arrêter. Petit bémol, une étude médico-légale prouvera que c'était un plateau, ils ont trouvé de l'huile à l'intérieur de la balafre. Donc ce n'était pas les disques. Par contre, ça a mis quand même un gros frein à l'évolution de l'utilisation des disques dans les pelotons, parce que clairement, ça leur a servi de prétexte pour traîner la patte et ne pas les utiliser. Surtout, les coureurs tous les vélos. ont eu un peu peur de ça, et en plus c'était quand même un poil moins au point que maintenant. Et finalement, il aura fallu attendre 9 ans, puisqu'on en a parlé et ça vous a fait beaucoup réagir. Et il faut attendre 2025 pour qu'il n'y ait plus un seul vélo à patins à disque. Donc finalement, 9 ans après, pour une technologie qui a fait ses preuves par ailleurs, ça a mis du temps à s'imposer. En tout cas, Ventoso, lui, se souviendra de ce Paris-Roubaix 2016. J'imagine. Alors imagine, là, je repars un peu en arrière, en 2006, et là c'était Georges Hincapie qui casse une potence. Alors le pauvre, il avait rien demandé. Il avait rien demandé, surtout qu'à l'époque, les marques hésitent à mettre des pivots de fourche en carbone, quand même. Bon, c'est 2006, hein, c'est le début du carbone, hein, vraiment. Alors ça fait déjà un moment que la marque Trek, sponsor de l'US Postal et de Lance Armstrong, et donc de Georges Hincapie, fait des cadres en carbone. Ça fait partie des premiers cadres en carbone hyper performants. Et là, Hincapie, je me souviens bien de cette chute parce qu'elle était non seulement impressionnante, et j'aimais bien ce coureur Hincapie avec ses hauts clés reconnaissables un peu à la Geraint Thomas plus tard. Et en fait, je me dis, voilà, 2006, il n'y a plus Lance Armstrong, il a carte blanche. Ça a toujours été un excellent coureur de classique, mais c'est aussi le meilleur lieutenant d'Armstrong sur le Tour de France. Et du coup, il est toujours un peu cette double étiquette. Et là, on se dit, voilà, c'est son année. Il va tout gagner. Cette fois, c'est le leader de l'équipe. Et il est en pleine forme. La course se passe très bien. Mais une petite chute en début de course, mais il est dans le jeu, tout se passe bien, il a de l'expérience. Et là, d'un coup d'un seul, c'est pas la potence qui casse, c'est le pivot. Et en fait, mais un pivot qui casse. Pour moi, c'est la pire pièce sur un vélo qu'on peut casser, c'est le pivot de fourche. Je pense que le grand Georges il est d'accord avec toi, parce que ça vraiment, il a pas balbutié, puis il est tombé, ça a coupé net, et il s'est fait, mais comme s'il avait pris un mur, et il se prend une gamelle du Seigneur sur les pavés. Vraiment, ça fait froid dans le dos. C'est ça. Voilà. Je me souviens qu'à l'époque, il y avait un commissaire, Georges Klein, qui en Rhône-Alpes, qui nous expliquait, il nous racontait un peu ses histoires de chasse d'il y a longtemps, et que les anciens mettaient des bouts de bois d'argousier dans le pivot de fourche, au cas où il casse.
parce que l'arbousier donc était un bois très résistant mais légèrement flexible et surtout imputrescible, parce que le problème des pivots en acier, à l'inverse du carbone, c'est que ça peut potentiellement s'oxyder. Et oui, parce que là évidemment on parle d'un pivot de fourche en acier et non un pivot de fourche le pire, en c'est carbone. ça, c'est quand tout le monde s'était dit il a mis un pivot carbone, il aurait pas dû. C'est Et ça. en fait non. Et le pauvre, il a vraiment juste pas eu de chance. Alors Trek a dit que c'était sur la chute en début de course que ça aurait fragilisé le pivot et que avec le pavé derrière ça a cassé. Bon, ils ont essayé de se dédouaner parce que forcément c'était pas une super pub pour la marque. Et maintenant à la place de l'arbousier ils mettent des expanders en fait. C'est plutôt pas mal Ouais, comme ça marche innovation bien en comme fait. système. C'est un petit tube qu'on met à l'intérieur de la fourche qui est censé éviter déjà d'avoir trop de choc et trop de contraintes sur le tube de fourche au niveau du serrage de la potence, mais aussi qui peut servir au cas où le carbone casse à maintenir la fourche entière. Et on a fait du progrès sur les matériaux aussi, tout simplement. Et clairement, c'est une bonne chose. Ça, oui, et ça casse pas normalement un pivot, c'est quand même un cas assez rare. Et c'est pour ça qu'on a tenu à le souligner, je vais y arriver. C'est ça. Alors on va sur quelque chose de un petit peu plus technologique cette fois-ci. Oui, la pression des pneus autorégulés, comme sur les buggy du Paris-Dakar. Ouais. Les bus, et pourquoi pas l'utiliser à Paris-Roubaix dans les vélos. Comme tu l'as dit, c'est un vrai rêve absolu parce que Paris-Roubaix c'est 250 bornes de course, 50 bornes de pavé, 200 bornes de route. Et on fait tout pour le pavé, sauf qu'il reste 200 bornes à faire, gonflées à 3 barres en pneus de 34 quoi. Et du coup avec un système autorégulé, sur le principe c'est génial puisqu'on se met à la bonne pression pour le pavé, on se met à la bonne pression pour la route et on a toujours la bonne pression, les adversaires non, et donc on a un avantage certain. Après, le gros problème papier, de ce paragraphe, Louis, c'est que le système il marche. Je l'ai vu l'an dernier sur Paris-Roubaix, le système Grava sur la Visma Lease Bike. Alors, nickel. Ça a été un succès, et c'est pas Marianne Vos qui nous dira le contraire. C'était au chemin du monde de gravel, mais elle a gagné avec, et les coureurs l'utilisaient aussi sur certaines classiques pavés. Et effectivement, le nouveau système Grava semble fonctionner à merveille. Et il y a toujours la question de comment ça résiste sur les pavés, parce qu'un chemin gravel, c'est moins pire qu'un secteur pavé. Mais ça semble marcher. Par contre, la première version, c'était Scope, la marque Scope, qui a fait ça. Le Atmos associé à Caps, un autre système, c'est le Caps, et du coup, ils ont tenté ça déjà avec la Visma, qui quand même est toujours à la recherche de l'évolution technologique, on peut pas leur enlever. Sauf que Wout van Aert a essayé, et finalement, au dernier moment, il a dit non, ça marche, c'est pas au point, ça marche pas vraiment, et il a renoncé. Et puis finalement, c'est une course où il a énormément crevé. Donc peut-être aurait-il dû utiliser ça, voir s'il utilise le Grava cette année dans sa quête de monument. Mais en tout cas, les premières versions, comme souvent, n'étaient pas vraiment au point. Et le problème de Paris-Roubaix, c'est que c'est impitoyable. Oui. Ça passe ou ça casse. Et jusqu'à l'année dernière, ça cassait. Ça a cassé. Donc on va voir cette année, je suis quand même bien excité par l'enfer du Nord, comme mon t-shirt le montre. Et en parlant de Roubaix, justement, il y avait le Specialized, le Specialized Roubaix. Non mais honnêtement, je sais jamais comment le dire. Bref. Specialized. Du coup, en fait, le SPE avait du coup, on va dire pour simplifier, c'est un peu comme s'ils avaient mis un petit coup de ciseau sur leur cadre et sur leur fourche, mis des élastomères pour créer une souplesse dans le carbone et absorber les chocs. Le seul problème de ce vélo, c'est que finalement, sur les dernières éditions de Paris-Roubaix, en fait, on ne le voit plus, ils utilisent un S-Works, un tarmac. Donc, en fait, c'est une tendance générale. Alors, Specialized a sorti le Roubaix. Le problème, c'est que souvent, il n'y a pas de marché parce que c'est un vélo qui marche que sur une course. Sauf qu'ils ont utilisé, d'un point de vue marketing, la renommée de Roubaix. C'est pour ça qu'ils l'appellent carrément Roubaix. Et ensuite, ils l'ont vendu comme vélo d'endurance. Exactement. Donc, j'ai plein de copains qui l'ont. Et oui, et qui est en fait un super vélo. Donc, ça permet d'avoir un vélo course, mais un peu plus confort. Et ça se voyait déjà dès les années 2005 avec Tom Boonen. En fait, ils mettaient de l'élastomère dans les haubans, etc. Pas encore dans la fourche. Et ça absorbait un petit peu. Ils sont venus le mettre dans le pivot de fourche. Et ça a un peu moins pris. Peut-être que là encore, mettre la suspension au niveau de la direction, c'est peut-être pas la meilleure idée parce que c'est des systèmes qui n'ont quand même pas vraiment fait. qui n'ont pas vraiment pris au haut niveau en tout cas. Et maintenant, il y a un petit réglage et tout sur le. Tu peux régler la dureté de l'élastomère. Voilà. Et ce qui a mis un coup d'arrêt, et c'est surtout ça le vrai fail, c'est Niki Terpstra, pourtant vainqueur de sortant, qui, à la place de ce système, a dit que non, ça lui allait pas, qu'il voulait rien changer, ce qu'on peut comprendre. Le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de courses d'essai avant Paris-Roubaix, pas en tout cas à la hauteur de Roubaix. Et du coup, ils ont remplacé l'élastomère. Enfin, du coup, ils ont coupé le pivot. Oui. Ils ont mis l'élastomère. Et finalement, ils ont enlevé l'élastomère. Ils ont remis un bout d'alu pour faire un pivot normal. Ok. Et sauf que ça, c'était pas prévu. Ça a cassé. Et du coup, il a cassé aussi cette pièce. Et en fait, Specialized a dit après qu'il aurait jamais dû faire ça, que c'était pas du tout prévu pour fonctionner comme ça. Et que du coup, c'était un échec cuisant. Il aurait mieux fait rouler avec un tarmac, quoi.
Il aurait mieux fait de rouler avec le système original Avec ou la un autre suspension, quoi. Voilà, Est-ce que pour tu as pouvoir tout déjà mélanger. entendu parler des systèmes qui te huilent la chaîne pendant que tu roules? Parce que En clairement, moto, oui. Paris-Roubaix, c'est super bien, mais rouler avec de l'huile sous la pluie, dans la boue ou dans de la terre qui se relève avec le passage des coureurs, Entre la poussière et la boue. c'est pas bon pour une chaîne. Non, et surtout qu'on Pas sait bon, qu'une chaîne, surtout sur 300 km. c'est un des pires trucs qui puisse ruiner la performance d'un vélo, c'est une chaîne usée ou salie. Et là, pour le coup, à Paris-Roubaix, la chaîne salie, ça arrive assez vite et ça ruine littéralement tout le comportement du vélo. Et on a même vu des coureurs, je me demande si c'était pas d'ailleurs Nikita Terpstra ou Wout van Aert, non c'était Wout van Aert, qui descend à la voiture, Remet remet de de l'huile. l'huile et remet de l'huile. Mais mettre de l'huile sur une chaîne sale, Ah bah c'est mieux que rien. Moi je te le dis, franchement ça reste à prouver ça. Hein. c'est mieux que rien. Huiler la poussière et les graviers, je sais pas si ça rend la chaîne plus efficace. En tout cas, cette question de lubrification, quand on joue la gagne sur une des courses les plus dures et relevées de l'année, c'est un vrai problème, c'est une vraie grosse perte de watts. Et du coup, certaines marques, donc le Scott Oiler S1, pour être très précis, a proposé ça. Alors ça fonctionne avec des piles pour 52 heures d'utilisation, c'est assez cocasse en 2025, pour essayer mais finalement, c'est de lubrifier cette chaîne tout au long de la course. Mais finalement, ça n'a pas vraiment marché. Ah, Comme d'hab. ouais. Parce que ça pèse lourd. Enfin, ça pèse lourd. Ça rajoute quand même du poids, ça rajoute 200 grammes, mais c'est quand même compliqué d'avoir tout carbone pour gagner du poids et de rajouter 200 grammes gratuitement. Ça rajoute de la traînée. On sait que maintenant que Paris-Roubaix se gagne à 48 km/h de moyenne, donc l'aérodynamisme, même plus que ça. Donc l'aérodynamisme est quand même très important, et là pour le coup ça venait le ruiner. Donc là c'est pareil, c'est quand même dommage de mettre des surchaussures pour gagner 3 watts et d'en perdre 10 à cause de ça. Et puis il faut dire aussi que les coureurs mettent toujours un petit peu de temps à accepter ce qui marche bien ou pas. Ça devait être un carnage, il devait y en avoir partout. Ouais, il y en a avoir. C'est comme si tu te balades avec un bidon d'huile et tu fais... Harley Davidson faisait ça aussi. Ouais, alors en moto ça Non, se c'est fait, pas vrai, il y a des courroies sur les Harley Davidson. Ah ok, C'était piégé. ouais, là tu m'as bien Bref. piégé. Non mais ça existait en moto justement avec des... En moto je sais que ça existe. Ouais, mais c'était... Ça marche pas non plus. Non, pas terrible. En plus je trouve pas super de mettre de l'huile aussi proche du pneu. Parce que si jamais t'as l'huile qui vient se mettre entre ton pneu, je sais pas, si huiler le pneu ou le disque, c'est quand même pas une super idée. Bref, en tout cas, une bonne solution pour ne pas contaminer sa chaîne, c'est la cire. Ah oui. La cire, particulièrement la cire chaude. On parle pas d'épilation, mais bien de lubrification. On doit dire que je suis obligé d'accepter le fait que ça marche bien pour ces. Mais bien ce sûr genre que de ça conditions. marche parfaitement. Sauf quand il pleut abondamment. De toute façon, quand il pleut vraiment abondamment, alors après, tu peux mettre un additif dans l'huile silica pour l'endurance qui tient encore mieux dans les conditions difficiles. Et honnêtement, à l'heure actuelle, ça me semble la meilleure solution pour garder sa chaîne impeccable sur toute la course. Bon, écoute, c'est. Alors nous qui faisons pas Paris-Roubaix, on estime que c'est la meilleure solution. Voilà. Et il faudrait qu'on aille faire un Paris-Roubaix d'ailleurs. Il faudrait qu'on aille faire Paris-Roubaix, ouais. Et alors, si tu vas faire Paris-Roubaix, est-ce que tu te mets en pneu tubeless ou pas? Bien sûr. Bien sûr, moi, parce que c'est un des sujets moi, qui si fait je encore pars débat. à Paris-Roubaix, je prends des pneus en 32 sur des jantes c'est un bien minimum. larges Ça, ouais. et bien hautes pour la frime Et et en tubeless évidemment. Et c'est un sujet qui Ça fait évitera encore de débat. pincer, quoi. Et les courses pavées en général sont une des dernières disciplines, si je peux dire, où on utilise encore abondamment les boyaux, et notamment des boyaux aussi d'autres marques. Ok. Notamment des marques françaises comme FMB par exemple, qui sont quand même connues et reconnues pour leurs boyaux de cyclocross, et par conséquent sur Paris-Roubaix, il y a beaucoup de marques qui stickent des boyaux FMB qui sont fabriqués en France et qui sont vraiment parfaits pour ça. Et donc voilà, le tubeless, on a vu certains coureurs déjantés. Alors, je sais par exemple que chez FDJ Suez, il y a pas mal de tubeless et que ça fonctionne très bien. Gonflé, alors je ne vais pas me permettre de donner les pressions des coureurs, mais gonflé vraiment très très bas et pourtant sans aucun problème. Ouais, c'est très très impressionnant. Et pourtant sans aucun problème, comme tu l'as dit, en 30 ou 32. Donc ça commence quand même à marcher. Alors on se souvient de Christophe Laporte qui déjante et vient poncer sa roue sur un secteur à 60 à l'heure, mais ça prend de l'ampleur le tubeless sur le pavé. L'image était folle. C'était assez Laporte incroyable. Qui passe avec à 60 à l'heure en dérapage sur ouais. la jante, c'était assez fou. Mais il a tenu sur son vélo, si je me souviens bien. Pour dire l'agilité du Et quelques années avant aussi, il avait cassé ses freins, du coup il freinait avec le pied. Oui, ça c'était quand il est de sa dernière année à Cofidis, je crois. Comme quoi le disque et le tubeless, lui visiblement il est pas pour du tout. Et les roues arrière chez Christophe Laporte, c'est pas le... Non, apparemment il met mais du poids à à l'arrière. chaque fois il finit, donc ça aucun problème. Oui, et justement les roues d'ailleurs, les roues carbone, pendant longtemps Paris-Roubaix ça s'est gagné en Mavic CXP 33, très molle avec 34 rayons pour être sûr qu'elle se voile pas, et super molle pour absorber tous les chocs avec des pneus Michelin vert ou des boyaux FMB.
Et ça, jusqu'à il y a quand même pas très longtemps, c'était comme ça. Et aujourd'hui, on voit tout le monde, comme tu le disais, rouler en vélo normal, ou en tout cas le même que d'habitude, avec des roues carbone hautes. Oui. Et visiblement, ça se passe bien. Et en fait, comme ils roulent à 50 à l'heure, sans ça, c'est impossible de suivre. J'imagine. Donc après, ça passe ou ça casse sur les pavés, quoi. Mais et puis après, il y a des vélos comme le Canyon Aero, par exemple, qui acceptent des pneus de plus en plus larges. Ouais. Parce que c'est ça aussi le problème des vélos de route, c'est qu'ils acceptaient pas les pneus même de 28, c'était compliqué, ça venait vite frotter le cadre ou la fourche. Et aujourd'hui, avec les vélos, donc on prend le vélo normal, qui de toute façon accepte des pneus de plus en plus gros, et du coup, on compense avec les pneus finaux. D'ailleurs, Mathieu Van Der Poel, il y a 2 ans, j'avais vu son vélo après la course, il était en pneu de 32, sachant que le Canyon Aero à l'époque était vendu que pour 30. Du 30, ouais. Et maintenant, il est vendu que pour du 32. Enfin, jusqu'à 32. Jusqu'à 32. Et du coup, ça règle normalement les problèmes de tout le monde. Ça règle les problèmes de tout le monde. Bon, c'était pas mal pour ces innovations qui n'ont pas marché. Donc, si vous aviez envie de monter une de ces innovations sur vos vélos, attention, prenez le modèle qui marche. Ou allez faire du VTT, si c'est pour mettre une suspension, un tout suspendu. C'est ça, prenez VTT, ça marche. N'hésitez pas à nous dire si on en a oublié, que vous en connaissez ou qui sont passés un peu plus inaperçus. Il y en a sans doute beaucoup, parce que dans l'histoire de Roubaix, il y en a eu beaucoup quand même. Il y en a beaucoup. Mais il fallait bien qu'on fasse une sélection. Bon, écoutez, on espère que ça vous a plu. Et on se retrouve très vite sur GCN en français pour de prochaines vidéos. On se retrouve mardi pour débriefer de la course de dimanche. Eh oui. Allez, à bientôt.